On va parler impact du volet social de la CSRD avec mon invité Simon Desrochers, directeur Solution Advisor chez WTW France. Simon Desrochers, bonjour. Bonjour Arnaud. Quand on parle de la CSRD, on évoque souvent les enjeux environnementaux, mais pourtant, les aspects sociaux représentent 40% des exigences de publication. On va en parler ensemble, mais avant toute chose, quelles sont les entreprises concernées par la CSRD? Alors, la CSRD est effective dès maintenant et c'est les grandes entreprises cotées européennes qui doivent publier dès l'année prochaine, dès 2025, sur la CSRD. Ensuite, il y a un échéancier de mise en place. En 2027, ce sera les PME qui vont devoir être en conformité. Et puis en 2029, il y a finalement de l'extraterritorialité européenne. Pour une fois, ça va dans ce sens-là. Et c'est les entreprises, par exemple, américaines ou extra-européennes qui ont des opérations importantes en Europe qui devront aussi s'y conformer. Le Premier ministre Michel Barnier s'est prononcé en faveur d'un moratoire. Il estime qu'il y a beaucoup trop de contraintes en l'état sur les entreprises. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai. On en a beaucoup parlé de ce moratoire. En fait, peut-être qu'effectivement, il y a matière à simplifier la conformité pour les petites et moyennes entreprises. Donc, on a le temps d'ici 2027. Mais pour les grands groupes, en fait, la question ne se pose plus. Elles y sont déjà. Elles sont en train déjà de préparer leur reporting pour 2025. Et de toute façon, les grands groupes communiquent déjà beaucoup sur des indicateurs extra-financiers depuis plusieurs années. Bien sûr. Et donc, il n'y a pas de sujet pour ces grands groupes-là. Ce qui est peut-être un peu étonnant, c'est que ça a été communiqué comme étant un boulet de non-compétitivité pour les entreprises pour lesquelles on imposait ce cadre-là. Mais en fait, c'est plutôt une chance, je crois, parce que la CSRD va offrir un cadre normatif harmonisé au niveau européen sur l'ensemble des initiatives sociales de responsabilité, de durabilité aussi pour les entreprises. Et donc, c'est aussi une occasion pour les entreprises de communiquer sur ce sujet-là et donc d'être un peu plus compétitives, puisque essayer maintenant de recruter un jeune génération Z sans avoir vraiment une politique transparente de durabilité, c'est très difficile. Donc pour vous, c'est plutôt une opportunité qu'une menace, en résumé. Je crois que oui. Et je pense que les directeurs de ressources humaines ou les différentes parties prenantes doivent considérer la CSRD non pas uniquement sous l'angle d'une conformité, d'un volet un peu administratif, vous voyez, une case à cocher, etc., mais plutôt justement sur l'occasion de structurer un peu mieux leurs différentes initiatives de durabilité environnementale et sociale et de mieux la valoriser, cette politique-là et mieux la communiquer. Alors, on va rentrer un peu dans le cœur de cette directive. Quelles sont les obligations que doivent publier les entreprises? Quelles sont les mentions obligatoires et comment s'y prendre pour être le plus efficace possible? Oui, et l'efficacité est importante, effectivement, puisque la CSRD, en fait, c'est 12 normes, encore une fois européennes. Vous avez dont 5 normes sur l'environnement, de type l'économie circulaire, le changement climatique, etc. Et 4 normes de volet social sur les salariés, sur la chaîne de valeur, sur même les clients, les communautés. Et donc, ces 12 normes-là peuvent inclure, je pense qu'il y a à peu près 1200 points d'information possibles. Donc, c'est quand même considérable. C'est très considérable, mais attention, comme n'importe quelle norme, il y a ce concept de matérialité. C'est-à-dire, les entreprises, on ne demande pas aux entreprises de tout publier sur tout le potentiel de la CSRD. On ne publie que ce qui est significatif pour l'entreprise et ce qui est matériel. En d'autres termes, c'est quoi ce qui est significatif, ce qui est matériel? Alors, la CSRD introduit le concept de double matérialité, ce qui est vraiment très intéressant, puisque les normes anglo-saxonnes n'ont qu'une matérialité à un sens, je dirais. La double matérialité, c'est d'abord mesurer effectivement le risque que l'environnement pèse sur l'entreprise,
sur sa performance, ce que l'ensemble des normes mesure. Mais ce qui est nouveau aussi, c'est cette double dimension. Il faut aussi que l'entreprise apprécie l'impact qu'elle a sur ses différentes parties prenantes. Donc, l'environnement, évidemment, la nature, on pense aux ressources non renouvelables, Bien etc. sûr. Mais c'est beaucoup plus large, c'est aussi les salariés. Par exemple, c'est les clients, c'est comme on disait tout à l'heure. Donc, ce concept de double matérialité s'applique à deux dimensions. Et donc, les entreprises doivent mesurer sur quelles exigences de publication elles vont travailler, étant donné cette mesure de matérialité. Donc, il y aura des seuils à D'accord. définir. Ce qui est important de savoir, c'est que, évidemment, la CSRD, c'est une norme et donc c'est un rapport qui sera publié en même temps que le rapport annuel financier. C'est exactement dans le même contrat de gestion, je dirais, et ce sera auditable. Donc c'est vraiment très important d'avoir différentes pistes d'audit Bien sûr. pour pouvoir justifier des différentes déclarations de durabilité d'entreprise. Alors, intéressons-nous au service RH. Quels sont les enjeux pour les équipes RH? Alors, pour les RH, comme vous l'avez dit, le volet RH est quand même assez important dans la CSRD, 40%. Et donc, il faut recueillir beaucoup d'informations pour pouvoir étayer justement ces différentes déclarations sur l'approche de durabilité. Côté rémunération, salaire, etc., les entreprises ne devraient pas avoir trop de problématiques. Elles ont déjà des systèmes de consolidation de la paie, Bien sûr. etc. La grande difficulté va venir des avantages sociaux. Parce que les avantages sociaux sont aussi très importants pour mener une politique de durabilité. Vous voyez, dans la CSRD, on parle de choses comme l'égalité homme-femme, la non-discrimination, la protection sociale, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, les congés familiaux. Ce sont tous des sujets qui nous parlent beaucoup en termes de protection sociale. Et les entreprises n'ont pas nécessairement des systèmes de consolidation de ces informations. Donc, on travaille beaucoup, nous, en ce moment, pour aider les entreprises à avoir cet inventaire honnête et complet des différentes politiques sociales en termes d'avantages sociaux et aussi comment on va valoriser ces avantages sociaux et comment mesurer l'impact que ces programmes vont avoir sur le bien-être des salariés et donc sur la politique de durabilité de l'entreprise. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que cette directive CSRD, c'est une opportunité. Quelle peut être l'opportunité pour les services RH? Comment utiliser cet outil concrètement pour en faire une opportunité? En fait, bonne question. L'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, il faut aller au-delà de juste l'aspect conformité de la CSRD. La CSRD va offrir aux entreprises un cadre, une structure pour pouvoir un peu mieux organiser les différentes initiatives RH sur la durabilité. Un exemple assez concret, c'est que beaucoup d'entreprises ont décidé de travailler en parallèle la publication de la CSRD, donc l'aspect normatif, l'aspect réglementaire, avec aussi leur programme de minima sociaux. Les minima sociaux, c'est par exemple s'assurer que l'ensemble des salariés à travers le monde, par exemple, a au moins une couverture d'essai adéquate. D'accord. Oui. Et donc, la CSRD offre ce cadre, offre aussi une opportunité de beaucoup mieux communiquer sur ces initiatives RH et donc de pouvoir attirer, de pouvoir retenir, de pouvoir engager beaucoup plus les salariés. On va conclure là-dessus. Je vous remercie Simon Desrochers. Je rappelle que vous êtes directeur Solution Advisor chez WTW France. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside sur Be Smart for Change.